On a cette image, c'est presque une scène de film, un stade en pleine effervescence, une cérémonie d'ouverture, des milliers de regards tournés vers la tribune d'honneur, et là, soudain, un geste qui fiche tout. Hmm. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui se lève et quitte la salle, le visage fermé, visiblement très en colère. Et la raison qui fit, elle est à la fois simple et complètement déroutante. Un drapeau. Un drapeau manquant. Le drapeau algérien. Exactement. Alors, la réaction immédiate, ce serait de se dire, bon, c'est une gaffe protocolaire monumentale, un couac d'organisation, c'est embarrassant. Mais les sources qu'on explore aujourd'hui, elles écartent cette hypothèse. Avec une force assez spectaculaire même. Oui, tout à fait. Elle nous invite à voir ça non pas comme une erreur, mais comme un acte délibéré. Un message. Presque un acte de guerre symbolique, en fait. C'est une thèse audacieuse quand même. Affirmer que l'absence d'un symbole est un message intentionnel, c'est un grand saut par rapport à une simple erreur d'organisation. Absolument. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans cet argumentaire très particulier. On va décortiquer cette perspective qui voit dans cet incident le symptôme d'une rivalité géopolitique bien plus profonde. Notamment entre l'Algérie et son grand rival régional, le Maroc. C'est ça. On va tenter de comprendre sa logique, ses arguments et ce que cette lecture révèle sur la façon dont le sport est devenu une véritable arène pour les démonstrations de force et les fiertés nationales. Il s'agit de comprendre comment on construit un récit de puissance à partir d'un morceau de tissu absent. C'est une affirmation incroyablement forte. Pour comprendre comment l'analyse en arrive là, revenons à la scène de départ. Ce moment où Patrice Motsepe se lève. Pourquoi la source est-elle si prompte à écarter l'idée d'une simple erreur? Un oubli, même majeur, ça peut arriver, non? Du point de vue de la source, la réponse est un non catégorique. L'argument central, c'est qu'on n'oublie pas le drapeau d'une nation comme l'Algérie. Le texte la qualifie de poids lourd du continent, double championne d'Afrique. Ce n'est pas un acteur anodin. Voilà, ce n'est pas un pays de second rang. Et dans le langage très codé de la diplomatie, du protocole international, un tel oubli, il est immédiatement interprété. Ce n'est pas un vide, c'est un message. Et ce message, selon l'analyse, c'est un message d'hostilité, un affront calculé. Donc le statut même du pays rendrait l'erreur accidentelle quasi impossible. C'est ça l'idée. Précisément, l'auteur soutient qu'il s'agit d'une volonté consciente de, et là je cite, mélanger bassement la politique et le sport. L'intentionnalité, c'est vraiment le point de départ de toute l'analyse. D'accord. Et pour appuyer cette lecture, la source met en avant un témoin de poids, le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ah oui, sa réaction, elle est mentionnée comme un élément clé. Il aurait été stupéfait C'est le mot. par des pratiques protocolaires d'un autre âge. L'expression d'un autre âge, elle est particulièrement violente. Qu'est-ce qu'elle sous-entend vraiment, au-delà de l'amateurisme? Elle est cruciale parce qu'elle déplace complètement le débat. D'un autre âge, ça ne signifie pas seulement incompétent ou mal organisé. Non. Ça suggère une mentalité qui appartient à une époque révolue des relations internationales, une époque de coups bas, de provocation directe. Loin des usages feutrés de la diplomatie moderne. Exactement. L'accusation est double, en fait. Non seulement l'organisation est jugée incompétente, mais elle est aussi perçue comme agissant avec une intention malveillante, archaïque, le but, humilier. D'accord, donc la source établit l'intention. Mais pour qu'il y ait humiliation, il faut bien un standard, un point de comparaison. Comment l'analyse mesure cette prétendue médiocrité pour en faire un acte d'humiliation? Et c'est là que l'argumentaire devient une véritable démonstration de force narrative. Le standard de comparaison, c'est l'Algérie elle-même. Ah, d'accord. Le raisonnement se construit sur une opposition quasi chirurgicale entre deux événements. D'un côté, la cérémonie en question, organisée par le rival, qualifiée dans le texte de décoloré, dépourvu de goût, un spectacle médiocre. Ce sont des mots très durs. On est dans la critique esthétique là, mais je sens que l'analyse ne va pas s'arrêter à ça. Non, bien sûr que non. Elle va beaucoup plus loin. Elle lie cette performance jugée médiocre à des questions financières et sociales. C'est-à-dire? L'auteur affirme que l'événement a été financé par des dettes massives contractées auprès de banques internationales et met ça en parallèle avec une population locale qui souffrirait de marginalisation, de pauvreté. Waouh! La critique est d'une violence rare. On accuse le pays organisateur non seulement d'avoir raté son spectacle, mais de l'avoir fait en s'endettant au détriment de son propre peuple. C'est une attaque en règle.
On sent bien qu'on est en pleine guerre de communication. Cette description très à charge, en noir et blanc, ça ressemble moins à un reportage objectif qu'à une pièce de contre-propagande, non? Absolument. Et l'analyse ne s'en cache pas vraiment. On est clairement dans le territoire de la guerre narrative. L'objectif, ce n'est pas l'équilibre journalistique, mais c'est d'établir une supériorité. Et pour ça, elle construit une image en miroir. Voilà, elle oppose cette cérémonie à l'organisation par l'Algérie du CHAN, le championnat d'Afrique des nations. Et là, le vocabulaire change du tout au tout. On parle d'un témoin historique, d'une harmonie des couleurs époustouflantes et surtout d'un respect total pour toutes les souverainetés. Le message est limpide. D'un côté, le chaos est respectueux, de l'autre, l'ordre et le respect. Et la conclusion, elle est martelée comme une évidence en temps. La différence entre l'original et l'imitation est abyssale. Cette phrase, l'original et l'imitation, elle est le pivot de l'argument. Totalement. On quitte la simple compétition sportive pour entrer dans une bataille de légitimité culturelle, historique. L'analyse soutient que l'Algérie, avec son patrimoine profond, de Tlemcen au Sahara, est l'original. Elle n'aurait pas besoin d'artifice ou, je cite encore, de piller les symboles d'Andalousie. On voit la pique directe. L'idée serait donc que cette cérémonie ratée et cet incident du drapeau ne seraient pas de simples erreurs, mais les symptômes d'une sorte de complexe d'infériorité du rival marocain. C'est le cœur de l'argument. L'incident devient la preuve visible d'une faiblesse culturelle et politique perçue. C'est un raisonnement très puissant, car il transforme un problème de logistique en une question existentielle. Sinon, l'idée qu'en essayant de cacher un drapeau, de rendre l'adversaire invisible, on finit par avouer implicitement sa force. Exactement. C'est une technique de judo rhétorique. La formule utilisée dans la source est très forte. L'absence du grand est en soi une présence écrasante. C'est bien tourné, hein? On retourne l'action de l'adversaire contre lui-même. L'acte d'effacement devient la preuve la plus éclatante de l'importance de ce qui a été effacé. L'argument devient « s'ils prennent la peine de nous ignorer de manière si spectaculaire, c'est que nous sommes devenus impossibles à ignorer ». Mais pour que cette rhétorique tienne la route, il faut que cette puissance algérienne soit perçue comme réelle, menaçante. Une simple affirmation, ça ne suffit pas. Quelles sont les preuves concrètes que la source avance pour étayer cette idée? Alors là, l'analyse quitte le terrain de sport pour dresser le portrait d'une puissance régionale en pleine renaissance. Et ce, sur 3 fronts principaux. C'est une démonstration très méthodique. Allons-y. D'abord, le front diplomatique. La source met en avant ce qu'elle appelle des bons qualitatifs sous la présidence Tebboune. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ces bons qualitatifs? On a des exemples? Oui, le principal exemple cité, c'est l'obtention d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. D'accord. Du point de vue de la source, ce n'est pas anecdotique. C'est le symbole du retour de l'Algérie à la table des grandes négociations mondiales. On souligne aussi un rôle plus affirmé, plus écouté au sein de l'Union africaine. L'image projetée, c'est celle d'un pays qui est plus qu'un acteur régional, une voix qui compte. Ça, c'est le premier pilier. D'accord. Après la diplomatie, le deuxième front, c'est logiquement l'économie. C'est le nerf de la guerre. Oui, et le front économique est présenté comme un pilier de cette nouvelle souveraineté. La source met en avant des taux de croissance décrits comme les plus élevés de la région, des investissements étrangers massifs, Chinois, Qataris. voilà, et en effort notable pour diversifier l'économie au-delà des hydrocarbures. Mais l'argument le plus politique, c'est la façon dont l'Algérie est dépeinte comme un partenaire énergétique fiable pour l'Europe. Surtout dans le contexte actuel. Évidemment. Et il y a une petite phrase dans cette partie qui est tout sauf innocente. L'Algérie respecterait ses engagements sans recourir à la mendicité. Cette phrase, c'est une flèche empoisonnée. La mendicité, c'est la mendicité. C'est une pique très directe visant le rival marocain et sa politique de recherche de financement extérieur. Ça transforme la fiabilité économique en preuve de supériorité morale. C'est ça. Le sous-texte, c'est « nous, on est une puissance souveraine qui commerce d'égal à égal, on ne demande pas l'aumône ». C'est un élément central de ce narratif de la fierté nationale retrouvée. On a donc un tableau diplomatique et économique qui dépeint une confiance retrouvée. Mais dans cette région, le pouvoir se mesure aussi en termes de force brute. Comment la source aborde l'aspect militaire? Le troisième front, il est glissé presque discrètement, mais il est essentiel pour compléter le tableau. La source rappelle que l'Algérie posséderait le 2e plus gros budget de défense en Afrique. Ce qui n'est pas rien. C'est le socle de hard power qui vient crédibiliser tout le reste. En assemblant ces 3 pièces, diplomatie active, économie plus souveraine et force militaire,
On obtient le portrait d'une puissance qui, par sa simple montée en gamme, viendrait perturber l'ordre régional. Et l'affront du drapeau, ce serait une réaction épidermique à cette perturbation. Donc le tableau, c'est celui d'une nation qui se sent forte, solide sur ses appuis. Si on suit cette logique, l'incident du drapeau, ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Pas un acte isolé, mais un épisode dans une saga plus large. Voilà. C'est l'exacte conclusion de l'analyse. L'incident est présenté comme une tentative de déstabilisation, un pion dans une série de ce que la source appelle des complots. Des complots ourdis contre l'Algérie à cause de ses positions jugées trop souveraines. Le mot complot est très fort. Est-ce que la source cite d'autres exemples pour étayer cette idée d'une hostilité récurrente, organisée? Oui, pour donner de la substance à cette accusation, l'analyse rappelle d'autres polémiques. Elle mentionne le scandale de la carte, en référence à une carte du Maroc incluant le Sahara occidental, Mhm. qui avait été utilisée lors d'un événement de la Ligue arabe. C'est ça, provoquant un tollé. Elle évoque aussi des affaires d'arbitrage jugé partial au sein de la CAF. L'idée, c'est de tisser un fil rouge entre ces événements pour prouver qu'il ne s'agit pas de coïncidence, mais d'une intention répétée de gâcher l'atmosphère. Ce vocabulaire du complot, des attaques orchestrées, c'est un registre extrêmement sensible. En adoptant cette grille de lecture, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une forme de paranoïa où chaque erreur est immédiatement interprétée comme un acte de malveillance? C'est tout l'enjeu et le risque, bien sûr. Mais du point de vue de la source, la réponse à ces attaques ne doit surtout pas être une posture victimaire. Au contraire. Ah, Et c'est là que ça devient politiquement très intéressant. La riposte préconisée, c'est de transformer cette agression perçue en force. La solution serait la solidarité populaire derrière la direction politique. bien sûr. C'est un retournement stratégique classique. La menace extérieure, réelle ou perçue, devient un catalyseur pour renforcer la cohésion nationale. Pour souder le front intérieur. Faire taire les critiques, réaffirmer la légitimité du pouvoir, utiliser une menace pour resserrer les rangs, quoi. Exactement. Et il y a un jeu de miroir fascinant. La source accuse l'organisateur marocain d'exporter ces crises en créant des batailles imaginaires. Mais on pourrait se demander si, en utilisant cet incident pour galvaniser son propre récit national, l'auteur ne fait pas un peu la même chose. C'est une stratégie en miroir. Et pour cimenter cette cohésion, la bataille se déplace sur un terrain encore plus fondamental. Le patrimoine, la culture. Précisément. C'est l'étape finale de l'argumentaire. Pour souder le front intérieur, on en appelle à la défense de l'identité. L'analyse insiste lourdement sur le fait que le kaftan, le bornous, sont algériens par essence. Et elle dénonce ce qui est perçu comme une tentative d'appropriation, un vol culturel. La bataille du drapeau se mue en une guerre pour l'âme de la nation. Voilà. Il y a d'ailleurs une citation qui résume parfaitement cette idée. Laquelle, je cite, l'argent emprunté ne pourra jamais acheter une histoire que certains ne possèdent pas. C'est le genre de phrase faite pour être reprise sur les réseaux sociaux. Totalement. Elle est conçue pour être à la fois une défense et une attaque. Elle lie la légitimité culturelle à l'indépendance financière, à la profondeur historique. C'est le coup de grâce narratif. Donc au final, on part d'un siège vide dans une tribune, d'un morceau de tissu absent, et on aboutit à une redéfinition complète de l'échiquier des puissances régionales. Le football n'est plus qu'un prétexte, un théâtre d'ombre, où se projettent des frustrations, des ambitions, des récits nationaux en pleine recomposition. Et le message final de cette analyse, il est sans la moindre ambiguïté. Le temps du silence est révolu, place désormais à l'action. On assiste à un basculement d'une posture défensive, qui réagissait aux provocations à une posture qui se veut désormais clairement offensive, qui prend les devants sur le plan narratif. ce qui nous amène à une réflexion plus large pour conclure. L'intérêt de cette analyse, ce n'est peut-être pas de savoir si elle détient la vérité absolue sur l'incident. Non, bien sûr. Mais elle est fascinante parce qu'elle nous montre de l'intérieur comment un récit de puissance se construit aujourd'hui. Si un simple symbole peut cristalliser autant de tensions, ça veut dire que la guerre du prestige, de l'image est devenue absolument centrale. On assiste à l'élaboration d'une nouvelle grammaire des conflits. La question n'est plus seulement de savoir qui a la plus grande armée ou la plus forte croissance. La vraie question, de plus en plus, c'est qui maîtrise le mieux l'art de la guerre narrative, qui impose son histoire. Et cet incident, et surtout l'analyse qui en est faite, c'est un cas d'école. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer. Que se passe-t-il lorsque, pour affirmer sa propre puissance, une nation,
en vient à croire que la meilleure stratégie n'est plus simplement de brandir fièrement son propre drapeau, mais de s'assurer par tous les moyens que celui de son rival reste invisible. C'est peut-être dans cette inversion que se niche la nouvelle logique, plus